Alexandre Astier, du coup, voit ton travail sur YouTube et te contacte sur Twitter. Et il m'envoie un message, effectivement, sur Twitter en me disant de préparer notre tracteur et que lui allait débarquer avec son Massey Ferguson et nous défoncer au Tractospeed. Voilà, clairement. En public ou en privé? Non, en privé, tu vois, en message privé. En message privé, il t'envoie ça? Moi, je me dis, waouh, c'est quoi ce message? Puis donc, il me dit qu'il prépare le film. Est-ce que ça me dirait d'en faire partie? Et évidemment, je lui réponds que non. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est... Attends, mec, quoi. Évidemment, je lui dis oui, tu vois. Même un arbre, j'aurais fait un arbre, tu vois. J'ai fait du théâtre, du mime. Tu me mets des branches, je fais un arbre, tu vois. Cette vidéo et toutes les autres que vous verrez dans ce cadre existent pour Louise et grâce à Louise. Louise, c'est une petite fille de 4 ans qui est atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance et pour subvenir à ses besoins, ses parents ont créé l'association Faire danser Louise. Et pour leur fille, ils ont imaginé un projet complètement fou, un festival celtique médiéval caritatif, le Lizig Celtfest. Et en plus de nombreux musiciens, il y a aussi plusieurs acteurs de Kaamelott qui ont répondu à l'appel et c'est pour ça que je suis là. Donc avant de profiter de cette interview, je vous invite à écouter le papa de Louise. Merci Sai. L'association Faire danser Louise et le Lizig Celtfest ont été créés pour Louise, notre fille, 4 ans, atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance. La paralysie cérébrale, c'est un handicap, c'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Ça touche 125 000 personnes en France. Une naissance toutes les 4 heures. 7 millions de personnes dans le monde. L'objectif de notre festival et de notre association, c'est d'aider Louise en lui offrant de meilleurs soins et de meilleurs appareillages. C'est également de communiquer autour de la paralysie cérébrale et ainsi d'aider d'autres familles en faisant passer le message autour du partage, de la convivialité et de l'amusement. Parce qu'après tout, notre devise, c'est aider c'est bien, mais en s'amusant, c'est mieux. Vous trouverez un lien dans la description si vous souhaitez faire un don pour l'association Faire danser Louise. Je vous rappelle que toutes les vidéos que vous verrez dans ce cadre n'auraient pas été possibles sans elle et que chaque don, du plus petit au plus grand, permettra d'offrir à Louise les meilleures chances dans la vie. Merci à l'association Faire danser Louise de m'avoir fait confiance pour participer à ce beau projet et merci à vous d'avoir écouté leur message jusqu'au bout. Je viens du théâtre. Mon père a une compagnie de théâtre. Je viens d'une ville qui s'appelle Château-Thierry, qui est dans le sud de l'Aisne, 1 heure à l'est de Paris. Et j'ai eu la chance de grandir dans une grosse compagnie amateur. Et donc j'ai grandi, je dis toujours que j'ai appris à marcher dans des gradins. Et en fait, c'est un peu vrai, marcher dans les gradins, avoir la chance de me balader dans les coulisses, de voir les comédiens se préparer, se maquiller, l'odeur des coulisses et tu vois, cette effervescence qu'il y a derrière, et puis d'assister à des spectacles, de croire que tout est vrai et d'être démoli en me disant mon père vient de mourir sur scène, et ma mère qui me dit ne t'en fais pas, c'est rien. C'est mes premiers souvenirs de théâtre. C'est le monde de l'enfance, c'est de se dire t'es dans un truc où le rapport au théâtre et au cinéma, tout est réel. Et en fait, à un moment, tu te dis mais moi je veux, en fait, c'est pas je veux, c'est qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est cette magie qui opère sous tes yeux et de voir ces adultes que je retrouvais après normalement et ça va Johan, tu vas bien, et puis de les voir sur scène avec des maquillages, des costumes et tout, je dis waouh, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, c'est complètement fou. Et donc j'ai joué très très petit dans les ateliers de la troupe de mon père et les premiers souvenirs ils sont là, ils sont dans cette compagnie qui s'appelle La Talente et où j'ai appris à faire mes premiers pas sur scène et les premiers courts-métrages qu'on faisait à l'école avec un mec qui venait avec une caméra et qui nous a dit « Faites ce que vous voulez ». Et je lui ai juste demandé un truc qui est important, c'est... il a ramené une caméra, je dis « Mais on a le droit de mettre l'œil dans l'œilleton ?» Il dit « Bien sûr ». Et donc ça veut dire qu'on a le droit d'écrire des histoires et de les faire. Il dit « Mais c'est fait pour ça ». Et là tu dis « Ah ouais, d'accord ». C'est parti. Ok, super. Et justement, du coup, avec une caméra, tu as créé une web-série. Ouais. Michel c'est comment, dans laquelle tu incarnes le personnage de Michel, justement. Ouais. C'est parti d'une impro en forêt qui a atterri sur YouTube en, j'ai noté la date, 2014. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, en gros, l'histoire de cette impro en forêt et donc, du coup, des débuts de cette web-série? Absolument. Comme je t'ai dit, donc, mon premier travail, c'est d'être réalisateur. Donc, j'ai tourné pas mal de clips. Et je travaille avec un artiste qui s'appelle Swiftgad, qui est rappeur. Et bref, on était sur le repérage d'un clip en pleine forêt. Et j'ai toujours cette habitude de faire marrer un petit peu la galerie autour de moi. Et je me mets à triper et à parler belge et à ranger la forêt. Ça sort comme ça, voilà, je réfléchis pas. Et je sens qu'il y a mon pote Jonathan Rados, Joe, le fameux Joe de la série, qui me suit et qui filme. Et voilà, instinctivement,
plus il rigole, et plus je suis con. Et plus j'y vais, quoi. Et le truc, c'est par contre, pour moi, ça s'arrête là. Et le soir, on se retrouve tous parce que, voilà, on se retrouvait, histoire de faire le point, justement, pour préparer le clip, qu'on n'a jamais tourné, d'ailleurs. et Joe vient me voir, il me dit, mec, écoute, à un moment, t'es marrant, faut que ça se sache. Donc, je viens de monter un truc, je viens de le mettre sur YouTube, et regarde. Et il me montre la vidéo qui s'appelle Michel range la forêt. Et je vois ce montage qui est la vidéo que tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on entend son rire aussi dans la vidéo. Et c'est vrai que, en fait, ça me fait marrer, je regarde, je dis putain, c'est marrant. Et par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a peut-être un truc là à creuser. Je dis ok les gars, vous voulez jouer à ça? On tourne d'autres vidéos. Par contre, on va tracer une arène au personnage. On va définir qui c'est. La première vidéo, il n'est pas vraiment Michel tel qu'on le voit, blouson de cuir, bière et tout. Il n'a pas de bière, il n'y a rien. Je me dis ok, on va dire que ce gars, il vit solo. On va tracer l'arène, on ne parle pas de politique, pas de religion. On parle de rien qui n'est connecté à notre monde, pas du système de consommation, pas d'iPhone, de rien. Le personnage, il ne vit que dans la campagne et il ne se satisfait que des petites choses qui, pour lui, prennent une importance considérable. Et je me dis, par contre, il faut qu'il ait un grain. Est-ce que je lui mets une petite clope au bec comme les petits vieux de mon village, tout ça? Je dis, pas forcément. Et là, je repense à Dick Neck. Et alors, il faut savoir que dans Dick Neck, dans le making-of, il y a un personnage qui parle, qui est un vieux, qu'on retrouve pendant tout le film, qui est toujours au second plan. Et le mec, il le pose sur une chaise. Et en fait, ça m'avait fait vraiment marrer parce que le gars t'explique qu'il boit de la Duvel en permanence. Et qu'il est là dans le film, il sait pas trop ce qu'il fout, mais on lui demande de se mettre là, et il boit de la Duvel, la Duvel, la Duvel. Et là, j'arrive devant le rayon de bière et je me dis, ok, c'est l'élimination, Duvel. Et je mets de la Duvel dans les bras de Michel et on part là-dedans et on se lance dans l'aventure. Et mon personnage, on a tout créé du coup à partir d'improvisation. C'est-à-dire que j'avais des fois une ligne de texte, j'avais une idée. Quand on a créé le tir à donf, qui est le sport de Michel, j'ai fait beaucoup de handball, je t'avais dit que j'avais fait du sport. Et je me dis, tiens, ce serait marrant avec la bière de faire un truc, comment j'associe. Et là, je sais pas d'où ça sort, je me dis, ouais, ok, j'appelle Joe, je dis, Joe, prends ta bagnole, trouve un coin, j'ai une idée. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, regarde bien. Et tu mets une cible là, et là, on fait du handball, mais avec des canettes de bière. Et on appelle ça le tir à donf, on sort le truc, les gens disent, mais vous êtes tarés, c'est quoi ce truc? Et on a créé cette discipline qui est maintenant en train de se développer. D'ailleurs, la série qu'on développe parle un peu de ça. Et voilà, en fait, tout est né là-dedans. C'est qu'à un moment, ok, on fait un truc qui est marrant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'écrit? Comment on le travaille? Comment ce personnage, on en fait quelque chose sans devenir une espèce de caricature ou de bouffonnerie, tu vois, en mode, ok, on parle belge, le mec boit de l'alcool, tout ça. Non, c'est pas du tout le propos. C'est un peu plus profond que ça. Le mec est taré, mais il est pas con. Et il y a un vrai univers qu'on va raconter autour de lui. Alexandre Astier, du coup, voit ton travail sur YouTube et te contacte sur Twitter. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec lui, ou en tout cas ce premier contact avec lui, et en gros, comment on passe de ce premier contact, de cette première rencontre, à un rôle dans Kaamelott premier volet? Michel, il y a un épisode où il travaille sur une course de tracteur illicite qui s'appelle le Tractospeed. Et Michel, comme il le dit dans l'épisode, il n'a pas le droit de monter sur le tracteur, c'est trop dangereux pour lui. Par contre, il dame la piste et il en est très fier. Et bref, je reçois... Alors, je ne sais même pas comment il est tombé dessus. On avait une petite équipe quand même à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un lui a envoyé ou s'il l'a vu. Je soupçonne qu'on lui ait quand même envoyé. Et il m'envoie un message, effectivement, sur Twitter en me disant de préparer notre tracteur et que lui allait débarquer avec son Massey Ferguson et nous défoncer au Tractospeed. Voilà, clairement. En public ou en privé? Non, en privé, tu vois, en message privé. En message privé, il t'envoie ça? Moi, je me dis, waouh, c'est quoi ce message? Je regarde le compte, je me dis, ok, putain, c'est vraiment son compte à lui. Et effectivement, on discute, il me demande d'où vient la voix, d'où vient l'accent, qui je suis. Est-ce que je suis belge? Non, je suis pas du tout belge, tout ça, on discute. Et voilà, il me propose de me rencontrer, j'aimerais bien te voir, ce que j'accepte évidemment. Mais par contre, voilà, jusqu'au dernier moment, je me dis, bon, c'est peut-être pas lui, vas-y, ça va être... moi, je vais pas me faire braquer, tu vois, mais je me dis, c'est un piège avec quelqu'un d'autre. Et puis non, en fait, c'est vraiment lui, donc on se voit à Paris. Et une superbe rencontre, en fait, à l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire c'est vraiment un mec qui est intéressé, qui est curieux, et qui se demande ce que je trafique avec tout cet univers qui... je dis, c'est pas Kaamelott ce que j'ai fait. Mais par contre, je te parle de sincérité, il y a un truc qui nous a peut-être liés là-dessus, c'est la manière assez barrée de construire les choses, mais de les faire sincèrement. Et du coup, bah voilà, on a cette rencontre où on discute de plein de choses, de jeux vidéo, de Bête du Gévaudan. Il a commencé à en parler maintenant et j'espère qu'il va continuer là-dedans parce que ça,
C'est un truc que je trouve incroyable, cette légende, et si lui met le nez dedans, alors là, ça peut être vraiment excellent. Et puis voilà, on parle aussi de mon personnage, de l'univers, de la série, et puis donc il me dit qu'il prépare le film. Est-ce que ça me dirait d'en faire partie? Et évidemment, je lui réponds que non. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est attends, mec, quoi. Évidemment, je lui dis oui, tu vois. Même un arbre, j'aurais fait un arbre, tu vois. J'ai fait du théâtre, du mime. Tu me mets des branches, je fais un arbre, tu vois. Et par contre, on se voit et il se passe 3 ans. Et puis il sort cette photo en disant ça y est, le tournage commence à Oman. Et je dis putain, il m'a pas appelé. Je fais merde. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et je comprends, en même temps, il a d'autres choses à penser, tu vois, que de se dire ah oui, j'avais dit à Yo à telle époque, tout ça. Donc je lui envoie un message. Je sais plus vraiment ce que je lui dis, mais je lui dis Alex, en gros, bravo, j'ai vu que vous lancez le tournage, bravo, félicitations, merde, et vraiment, voilà, toutes mes pensées avec vous, et si t'as besoin de moi, je prends mon tracteur et j'ai me castagner avec vous, quoi. Et je lui envoie ce message, et le soir, j'ai un petit texto, et il me demande si j'ai un passeport, et je me retrouve au Sultanat d'Oman 3 semaines, 1 mois plus tard. T'es présent dans le premier et dans le dernier des 5 flashbacks du film. Comment il te présente ton personnage et quelle vision t'as de l'histoire qui est en train de se raconter et de ce qu'on raconte en fait avec un personnage comme le tien à ce moment-là? Le truc, c'est que on ne sait rien de l'histoire. Personne ne sait rien de l'histoire. Et c'est ça que je trouve magique aussi là-dedans, c'est qu'il a voulu un secret autour de sa création qui a été respecté par tout le monde, qui a été même respecté par les fans en France. Il n'y a pas eu de photos du tournage. Tout le monde s'est dit non, mais on va pas les emmerder. En fait, on va pas aller faire les oufs, à prendre des photos, à pister le machin. Très rapidement, le truc s'est éteint en mode on ne sait rien. Et nous, on ne savait rien. On avait les scénarios à 22h30 la veille du tournage. On les avait pour les voir pour le lendemain et ils étaient détruits le soir même. Parce que, ok, il y avait le secret et parce qu'ils voulaient garder la spontanéité de la chose et de se dire que de toute façon, la scène, quand on va la faire, ça se trouve, il va tout changer. Donc on savait pas grand-chose. Et en fait, tu vas là-dedans, tu te laisses guider, quoi. Alors, il y a peu de chances qu'on revoie ton personnage dans Kaamelott 2e volet, sauf s'il y a des flashbacks à nouveau, on sait jamais. Mais je me demandais, est-ce que c'est possible de voir Alexandre Astier chez Michel, du coup? C'est possible, parce qu'il y a un rôle qui est écrit pour lui, depuis longtemps, qu'on en a parlé, qu'il a le dossier de la série entre les mains. Maintenant, est-ce qu'il aura le temps de le lire? Est-ce qu'il aura envie de le faire? Est-ce que même en ayant parlé, ça va lui plaire? Ça, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs. Oui, il y a une proposition concrète et j'aimerais énormément parce que je l'ai écrit pour lui, en pensant à lui, en me disant que c'est lui ce personnage dans la série. Mais je sais pas. Alex, si tu nous regardes, lis le dossier. Et maintenant, on se connaît, donc j'ai le droit de rêver en me disant est-ce que c'est possible? Ouais, parce qu'il y a du concret sur la table, quoi. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'il y aura tout ça? Je lui en voudrais jamais. Je t'en voudrais jamais, Alex. mais ouais, en tout cas, il faut y croire, et surtout dans ce métier-là, il faut se battre pour les choses. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Et voilà. Michel, il parlerait avec Perceval ou? Oui, je pense que les deux. Tu vois, on fait une cellule, un espace spatio-temporel où Michel rentre dans la taverne et se cale devant Caradoc et Perceval. Ça peut générer quelque chose qui peut être très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a fait réfléchir parce que je pense que dans Michel, il y a du Perceval. Et inconsciemment, moi, en jouant Michel, j'ai mes références, hein. J'ai les des chiens, j'ai tout ça, j'ai plein de trucs, mais il y a du Perceval dans ce que je suis parce que, encore une fois, je suis fan de La Première Heure et encore plus de ce mec-là qui m'éclate de rire à dire l'inverse de ce qu'il fait. Et c'est tellement improbable et pourtant c'est cohérent. Dans sa tête, c'est cohérent. On peut pas dire Perceval, il est con. Il est cohérent dans ce qu'il dit. C'est juste que, donc oui. Et j'aimerais bien voir ça peut-être. C'est très difficile de faire de la fiction sur YouTube. Ouais. C'est pas spécialement la plateforme idéale pour faire de la fiction, même s'il y a des beaux projets dessus. Quel conseil, toi, en venant de YouTube, du coup, enfin non, en étant sur YouTube, en faisant de la fiction, tu donnerais à des gens qui voudraient faire de la fiction sur YouTube? Parce que c'est quand même un endroit très particulier. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que souvent on nous a dit ouais, t'es youtubeur, tout ça. Il y a un univers que j'ai découvert qui s'appelle la web-série,
qui est d'ailleurs un univers qui est financé, c'est-à-dire que les chaînes ont leur propre laboratoire de web-séries. C'est comme ça que François Descraques a pu faire Le Visiteur du Futur, que des tas de mecs, Noob et tout, ont pu lancer des gros projets. Et moi, j'ai découvert ça. Et d'ailleurs, on nous a proposé souvent d'aller tourner avec un tel ou un tel. Je dis non, en fait, tu vois, c'est pas l'ADN du truc. Par contre, ce qui est bien, c'est que notre communauté, elle va grandir avec, on va prendre un mec là-bas, et puis ça va y aller doucement. Mais par contre, c'est très solide, quoi. Et là, j'ai compris aussi ce qu'était YouTube et effectivement les pièges à faire et à pas faire. Je pense qu'une des choses qu'il ne faut pas faire quand on crée quelque chose, c'est se trahir. C'est trahir son personnage, trahir son univers. À partir du moment où Michel, je l'aurais trahi par rapport à ce qu'il est et ses convictions et ce en quoi croient les gens qui l'aiment, et ben c'est là que tu perds en fait la chose. À partir du moment où tu es authentique dans ce que tu fais, il y a un public pour tout. Mais quand tu es authentique, il y a forcément des gens qui vont vraiment percevoir ça et qui vont te porter. C'est les fans, quoi. Kaamelott, Star Wars, Star Trek, tous ces univers qui sont liés à la fanbase, aux geeks, à tout ce monde-là, ce sont des gens qui croient en tout ça et que tu peux pas trahir en un moment en changeant ton univers. C'est pour ça que la première des choses que j'ai dit, c'est qu'est-ce que c'est notre arène ? Dans quoi on va évoluer ? Dans quoi on va évoluer, comment on va écrire, quels mots on va employer. Est-ce que je vais être vulgaire ? Est-ce que je vais franchir des limites ? C'est quoi la zone de mon personnage ? Et à partir du moment où tu as tracé cette arène avec beaucoup de bienveillance en même temps, ces gens qui te soutiennent de la première heure, si tu les trahis pas, ils vont faire grossir les choses. Mais si tu les trahis eux, tu pourras faire venir des gens à droite à gauche. Mais si ton socle il est mort au début, ça fera un pétard mouillé, tu vois. Et je pense que c'est peut-être un des secrets, c'est que tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est tous présents au Leasing Self-Fest pour l'association Faire danser Louise, du coup, dont le but est de soutenir les enfants atteints de paralysie cérébrale, et notamment Louise, du coup, qui a 4 ans. Pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui ? C'est important parce que quand on fait ce métier, qu'on a la chance de pouvoir porter un message, dire des choses, il faut y répondre présent. Et évidemment, quand Beau Gauthier, c'est lui qui était à l'initiative de venir nous le demander, nous dit on va à Toulouse pour cette petite puce qui a une maladie et tout ça, c'est pour sa cause. Évidemment, en fait, tu y vas. Sincèrement, c'est ce qui fait le plus de bien, je crois, dans ce travail, au-delà de sortir des projets et d'avoir le retour du public, c'est aussi de pouvoir donner ce genre de choses et de donner de la force. Donc voilà, c'était une évidence de venir. Et de ce que nous a dit Loïc, son papa, apparemment, ça a porté ses fruits. Et on est encore plus heureux de savoir que ça a eu un impact, le fait qu'on vienne. Et voilà, puis tous les gens qu'on a rencontrés, c'est que des bons souvenirs. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, donc je te laisse conclure la vidéo par ce que tu veux. Le mot de la fin, c'est la suite. Je nous dis bon vent parce que on est en train de bosser comme des fous depuis quelques années sur un gros projet qui va être notre série. Et voilà, j'espère que ça va aboutir. On est en train de signer et je suis super content. Et j'espère que KV2 va se faire. Et même sans être dedans, je suis tellement fier d'être dans le premier. C'est tellement du bonheur de rencontrer aussi tous les copains, d'être là. Et voilà, j'ai trop hâte de voir la suite. C'est magique. Et je pense que s'il y a une leçon qu'on doit peut-être retenir, c'est de se dire que dans la vie, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais tant qu'à être là, il faut faire les choses et y croire à fond. Et voilà, quand on donne, on reçoit, et ça fait du bien. Et voilà, encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans ton émission, ça me fait plaisir.